Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes sneakers, on est parti. Yo, c'est Lenny. Juste un petit message avant le début de votre émission. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme avec laquelle vous écoutez le podcast. N'hésitez pas non plus à partager, c'est le plus important. Et enfin, pour les plus motivés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi, vous aurez tout expliqué sur le site, c'est dans la description. Merci beaucoup, vous me régalez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ciao. Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle preview à moins d'une semaine du retour de la NBA, J-6 même, je crois, si je vous dis pas de bêtises, ça dépend si on compte le jour où ça sort ou pas. Bref, moins d'une semaine, on continue avec les équipes qui se sont qualifiées en playoff l'année dernière. Vous l'avez vu, on parle des 7e. Et dans les 7e, il y a eu deux équipes aux saisons bien différentes. D'un côté, les Brooklyn Nets, de l'autre, les Minnesota Timberwolves. Vraiment deux dynamiques complètement opposées. Du coup, comme d'hab, on perd pas de temps. Et puis on commence tout de suite avec la conférence Est, direction Brooklyn. Let's go. The NBA is back. Quelle saison compliquée du côté de Brooklyn. Et encore compliquée, je pense que c'est un euphémisme. 7e, vous l'avez compris, 44 victoires, 38 défaites. Et pourtant, tout allait bien au début. Un début de saison incroyable jusqu'à novembre, décembre. Non, décembre, je m'avance peut-être un peu trop, mais tout allait bien. KD marche sur l'eau. Il est clairement dans la discussion MVP avec son copain Stephen Curry. Kyrie Irving n'est pas là. On le sait, l'histoire, pas vacciné, tu peux pas jouer du côté de l'État de New York. Et du coup, le front office décide qu'il ne jouera pas non plus les matchs à l'extérieur, ou en tout cas où il est possible de jouer même en n'étant pas vacciné. Bref, tu commences sans Kyrie, mais tout va bien parce que tu as un Kevin Durant absolument phénoménal. Harden et crado, je crois, c'est dans les statistiques, on va dire, au tir et tout. Mais quand tu vois les statistiques pures, il finit quand même à 10 passes décisives sur la saison. Alors, du côté de Brooklyn, parce que je ne vous cache rien, il y a eu un petit trade durant la saison. Mais du coup, il finit à 10 passes. Il était presque à 11, je crois, au début de la régulière. Donc, crado au niveau du tir. Mais voilà, ça joue son rôle de playmaker. De toute façon, il était presque là pour ça, puisque le scoring est assuré par pas mal d'autres joueurs. Voilà, James Harden. On a fait le tour et puis une bonne ambiance sur le banc. On savait, cette équipe, elle était quand même assez incroyable. T'as des mecs comme Patty Mills, Goran Dragic, je crois qu'il arrive en cours de saison, Bruce Brown, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin. Il y a des gars, on savait, avec le casque bleu là, comment on appelle ça, la célébration avec le casque sur la tête. Donc ça fonctionnait bien. Les gars, ils étaient heureux de jouer ensemble. Et puis petit à petit, d'abord, tu perds Joe Harris qui joue que 14 matchs sur la saison. On sait, Joe Harris, titulaire indiscutable, l'un des meilleurs tireurs de NBA en ce moment. Je crois, qui est-ce qui disait c'est KD, je crois, qui a dit que c'était le meilleur shooter avec qui il avait joué, alors qu'il a joué avec Curry et Klay Thompson. Faut me reprendre si je dis des bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc élément hyper important. Et puis soldat du côté défensif. Donc un mec hyper important. Saison terminée. Blessure de KD. J'ai pas noté l'exactitude de la blessure. Je sais plus. Genou, pied. J'ai pas envie de dire de bêtises. Donc blessure de KD. Pas de saison terminée puisqu'il reviendra. Il reviendra, mais après quoi C'était fou. Il manque quoi? En vrai, il manque pas tant de matchs que ça, mais il y a une énorme série de 11 défaites de suite. Kyrie qui est à mi-temps, je crois, à ce moment-là. Harden qui galère à porter l'équipe. Et puis qui se blesse. Et puis c'est catastrophique. Au final, Kyrie qui joue 29 matchs. KD 55.
Harden 44 avant d'être tradé, Joe Harris 14. Enfin, très 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 compliqué. Harden en a ras le bol. Tout va très vite en vrai. Tu sens que voilà, il n'arrive pas. Il est saoulé par la situation avec Kyrie Irving et il demande son transfert. Donc le 10 février, là je suis précis dans les dates, direction Philadelphie. Tu vas rejoindre Jojo Embiid. T'emmènes, je sais plus qui est-ce qu'il emmène dans ses valises. Harden, tiens. C'est une bonne question ça. Je me souviens plus. En tout cas, Sean Marks, il a bien joué son coup puisqu'il récupère 7 Curry. André Drummond, donc dans la raquette, on savait que cette raquette de Brooklyn, mine de rien, même si tu as des joueurs, hein, tu as du Deron Sharp, je crois qu'il a été coupé lors de la saison, Nick Claxton, tu as des gars qui sont capables, mais c'est encore un peu jeune, honnêtement, 22 ans, Deron Sharp 20 piges, et puis tu avais un petit rookie, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus. Ou alors c'est cette année DeAndre Bembry. Non, c'est DeAndre Bembry qui a été coupé, je dis des bêtises. Et Deron Sharp, du coup, qui a 20 piges. C'est un peu jeune direct pour assumer les responsabilités d'une telle équipe, dans les responsabilités de la raquette dans une telle équipe. Donc, André Drummond, on s'est dit que c'était bon. Et évidemment, Ben Simmons qui déboule dans Brooklyn, mais qui est blessé au dos. Donc, on a des espoirs de retour. Au final, je vous spoil, il reviendra jamais. Donc, grosse galère de ce côté-là. Et puis, je voulais mettre un petit mot aussi, là, quand je voyais les jeunes. T'as un bon petit Kessler Edwards aussi. C'est pareil. En fait, les bons joueurs n'ont pas joué tant de matchs que ça. C'était vraiment un bordel. Qui a joué le plus de matchs dans cette équipe? Patty Mills, 31. Bruce Brown. Cam Thomas, évidemment, mais pareil, Cam Thomas, le rookie qui a bien fait kiffer, qui a un bon potentiel. On en parlera sur la projection de la saison qui arrive. Qui a joué 17 minutes par match. Donc voilà, James Johnson, du Blake Griffin, 56 matchs. C'était vraiment galère entre blessures, trade. Trop le bordel dans cette équipe. Steve Nash, pardon, Nash, je sais pas pourquoi j'ai mis un T. Steve Nash au coaching, c'est pas terrible. Ouais, défensivement, c'est ça. Hein, défensivement, tu avais des problèmes. Offensivement, ça tournait bien avec KD. Mais quand il n'y a pas KD, tu vois bien que c'est beaucoup plus compliqué. Donc je l'ai dit tout à l'heure, finalement tu as Durant qui revient. Il revient limite encore plus fort que le début de saison. Et puis tu arrives quand même à te qualifier en playoff après un passage par le play-in face aux Cavs où on en a parlé un petit peu. Tu as un énorme début de match des Nets et Cleveland revient petit à petit, mais c'est assez compliqué. Je crois qu'il y a un énorme écart de 20 points ou plus dans le premier quart. Donc avec une masterclass du duo Kyrie-KZ. Donc c'était, on va dire, une petite formalité de se qualifier en playoff. Même si tu finis 7ème, c'est clairement pas où on attendait les Nets, mais il y a tellement eu de bazar dans la saison que on est presque content de cette 7ème place. Et là, arrivé en playoff, on se dit ça y est, t'as KD, Kyrie, je crois qu'il pouvait jouer tous les matchs. Je vais juste vérifier ça. 4 matchs, il a joué 4 matchs, donc il a pu jouer tous les matchs. Mais en face, tu as les Celtics qui finissent leur régulière de manière incroyable. J'aurai l'occasion d'en reparler des Boston Celtics, ne vous inquiétez pas. Et du coup, les Nets subissent une énorme humiliation, un sweep sec, 4-0. Il n'y a même pas de gentleman sweep, un petit match comme ça. Non. Tu te fais démonter. Alors, en vrai, je me souvenais plus des stats de KD et Kyrie. Franchement, ça va. T'as KD qui a 26 points, 6 passes, 6 rebonds. Mais dans le jeu, c'était infect. C'était vraiment. On se demandait si c'était Kevin Durant. Et en termes de pourcentage au tir, c'était vraiment horrible. Il s'est fait manger par Jason Tatum sur toute la série en fait. Il s'est fait détruire. C'était pas lui le meilleur ailier. Kyrie, c'est pareil, plus compliqué. J'ai envie de dire petit big up à Bruce Brown. Franchement, c'était le meilleur joueur de Brooklyn. Il s'est bien montré. C'était lui le vrai franchise player à ce moment-là. Cette Curry aussi qui a essayé de tirer son épingle du jeu. Mais globalement, voilà, saison de merde, fin de saison de merde, un énorme bordel. Et en plus, ça continue à l'intersaison, puisque, voilà, pareil, pas de spoil, mais c'est le bazar, les rumeurs autour de Kyrie, pardon, on entend des rumeurs partout.
KD qui demande son transfert et qui dit publiquement, ça c'était plutôt à la fin de l'été quand on voyait que ça bougeait pas parce que forcément tu vois le transfert de Rudy Gobert, tu vois tous les pics, les joueurs qui ont été balancés pour le récupérer, on en parlera juste après. Sean Marks, il pouvait espérer juste, tu vends la franchise pour récupérer KD en face, quoi. C'était n'importe quoi. Il y avait des rumeurs, Miami, on a eu quoi d'autre comme rumeurs. Honnêtement, je me souviens plus trop des équipes potentielles. Je crois que oui, KD il avait donné une petite liste où il y avait Miami, enfin bref. Boston aussi pendant un moment, ça parlait de Boston. Je sais plus si c'était des rumeurs ou. Bref, un beau bordel. Kyrie, pareil, j'ai longtemps cru le revoir aux côtés de LeBron, mais du côté de Los Angeles, ce qui m'aurait pas déplu. Donc, euh, donc c'était très très compliqué. Euh, je sais plus si je l'ai dit, mais bref, donc KD qui dit c'est lui ou Nash, soit c'est lui qui part, ou c'est Steve Nash et Sean Marks. Publiquement, c'est une catastrophe de dire ça, c'est absolument infect. Mais bon, on connaît le joueur, on connaît le personnage. Pas toujours doué en termes de communication, notre ami Kevin. Donc, euh, donc bref, au final, tu gardes tout le monde. Euh, cette situation, elle est folle quand même. Quand on y pense, cette situation, elle est folle. Tu gardes tout le monde. Le proprio des Nets, je me souviens plus de son nom, mais le proprio des Nets qui garde, il ne craque pas. Tout le monde va rester. Tout va bien se passer. Tu prolonges Nick Claxton dans la raquette. Le petit Kessler Edwards, du coup, je le disais, qui s'est bien montré, qui a montré quelques petits flashs intéressants. Patty Mills aussi, je crois que Patty Mills, il opt-out son contrat pour signer un plus petit. Je crois qu'il lui restait une saison à 18 et il prend 2 ans à 13 millions, donc c'est plutôt propre. Tous les contrats que je dis là, ils sont plutôt propres. T'as l'arrivée de Markieff Morris, t'as l'arrivée de Royce O'Neal, l'arrivée de TJ Warren aussi, sur un an, puisque on le sait, saison blanche, presque 2 saisons blanches du côté d'Indiana. Un an, 2 millions, je sais plus s'il prend un minimum vet ou. Non, peut-être pas, puisqu'il n'est pas si vieux que ça. Quel âge il a, TJ Warren? Il va prendre 30 ans, ok. Donc, TJ Warren, belle arrivée, honnêtement. On va voir ce que ça donnera, puisqu'on connaît les joueurs qui reviennent de longues blessures comme ça, c'est toujours compliqué. Mais ça peut cliquer, on l'a vu. Le TJ Warren de la bulle, s'il revient, attention les nets. Côté départ, t'as du Drummond qui s'en va, Aldridge qui a pas trouvé de contrat, je crois. Drummond du côté de. Drummond, où est-ce qu'il a signé Drummond? Non, il n'est pas allé à Chicago, lui. Il était à Chicago. Oh, eh ben, je ne me souviens plus. On en parlera certainement dans une preview consacrée à l'équipe, ou alors je l'ai raté. Dragic, pareil. Paul Millsap aussi. C'est vrai qu'il y avait Paul Millsap dans le transfert. Oh là là, Paul Millsap, quelle catastrophe. Bref, donc un été hyper mouvementé pour qu'au final, KD se dise en vrai, je regarde l'effectif des Nets. Il est grave bon cet effectif, je vais y rester. Je vais y rester, même si je suis pas sûr que ce soit son premier choix. Donc on va se projeter tout doucement vers la saison 2022-2023. Et comment c'est compliqué de se projeter avec cette équipe des Nets, puisque quand les joueurs annoncent ce genre de choses, c'est une bombe à retardement en fait cette équipe. Je l'ai pas dit, mais Kyrie a pris sa player option à 36 millions, donc il sera free agent, free agent à l'été prochain, l'été 2023. Donc, est-ce que les Nets veulent le garder, connaissant le personnage, et le perdre potentiellement, même c'est quasi sûr honnêtement qu'ils le perdent à l'été 2023 contre rien? Est-ce que tu vas pas monter un petit trade? Est-ce que c'est pas KD qui va redemander son transfert? Il va dire je joue plus, je demande mon transfert, ça peut être un beau bordel. Est-ce que c'est Steve Nash qui va se faire dégager? Parce que avec l'effectif qu'il y a, là on va parler de toutes les potentielles catastrophes qui se passent durant la prochaine régulière, mais avec l'effectif qu'il a, si la saison démarre mal, le siège de Steve Nash va vite être très très chaud.
Et il va vite falloir trouver un intérimaire. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas il se fasse dégager, le pauvre Steve Nash. Surtout avec ce qu'on a entendu cet été, hein, sur KD. Du coup, est-ce qu'ils vont plus faire sauter le coach que les joueurs ou plus les joueurs et garder le coach? Je pense que le plus intelligent, ce serait de garder quand même Kevin Durant qui est sous contrat pendant 4 ans, de changer le coach, de virer Kyrie, voilà, à la trade deadline ou même avant. Je ne sais pas s'il peut être viré là avant la trade deadline. Oui, normalement, hein. Normalement, sinon il n'y a pas de raison, sinon ce serait l'été prochain. Mais bref, donc voilà, pour tous les scénarios, on va dire un petit peu catastrophe que je proposais, cette équipe peut complètement exploser, finir le plus bas possible pour reconstruire potentiellement autour de Ben Simmons, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, pas trop parlé, mais donc Ben Simmons qui était blessé, bon, un mec qui a vraiment pas joué, on avait des espoirs de le revoir en playoff face aux Celtics, il a vraiment pas joué, je sais pas si c'était une blessure ou vraiment en mode bon, on le met sur le côté, on voit l'année prochaine. Mais au final, quand on y pense, du coup, cette équipe, elle a clairement les moyens d'aller chercher un titre. Quand tu vois un potentiel 5 majeur avec du Kyrie, du Curry, Joe Harris en poste 3, KD et Ben Simmons, pourquoi pas sur le poste 5, parce que honnêtement, Ben Simmons, tu peux le mettre n'importe où. Euh, Défensivement, il est capable de prendre déjà les postes 1 à 5. Alors certes, il y a quelques pivots, on va dire. Joel Embiid, ça peut être compliqué. Nikola Jokic, attention peut-être, mais franchement, il est capable de défendre sur tout le monde, donc ça peut être incroyable. Est-ce que tu mets un front de courte KD en 3, Ben Simmons en 4, et tu le mets à côté de Nick Claxton? Voilà, ça me plaît pas trop. C'est vrai que tu as 3 joueurs qui sont capables d'artiller, hein. Si tu joues avec Seth Curry et Kyrie Irving, plus KJ évidemment, mais il est carrément hors catégorie. Tu as des joueurs qui sont capables de tirer à 3 points. Par contre, ta raquette, waouh! Une fois que t'es sorti t'es sorti de la raquette, justement, tu t'es plus capable de rentrer un tir, hein. On l'a vu encore, le pauvre Ben Simmons, quoi. Sur les matchs d'intersaison, il prend une espèce de tir, de tir en suspension qui fait une grosse planche et ça tourne partout. C'est infâme, le pauvre. Bref, du coup, cet effectif, il est assez incroyable, je le disais. Kyrie, Patty Mills, voilà, qui peut, même si l'année dernière il fait pas une énorme saison, il peut se reprendre en sortie de banc. Joe Harris, Cam Thomas, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent faire cliquer très fort. Cam Thomas, j'en parlais, Deron Sharp en sortie de banc pour aller envoyer du bois, hyper athlétique. Kessler Edwards, Yuta Watanabe, pourquoi pas. Mais tu as aussi des vrais vétérans qu'on rejoint cette équipe. Markieff Morris, je l'ai dit, Royce O'Neal, Joe Harris, ça commence à faire du nom. Franchement, quand on tasse tous les noms, athlétique, défensif, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça défensivement. Dans ton front de courte, tu as du gros potentiel. Déjà Ben Simmons, je l'ai dit. Honnêtement, Durant, tu t'en sers en tour défensif dans ta raquette et en contreur, ça fonctionne bien. Nick Claxton, Deron Sharp, t'es hyper athlétique. Mais défensivement, je me pose quand même quelques petites questions. Il va falloir assumer sur le back court, même si, ouais, ok, en vrai, je vois le nom de Ben Simmons là, comme ça, qui trône en tant que point de guard dans l'effectif, mais il y a peu d'espoir, quoi. Et puis souvent, il y a un gros joueur par équipe, mais si c'est ton meneur, si tu mets Ben Simmons dessus, derrière Seth Curry et Kyrie, ça va être compliqué de défendre, quoi, parce que les gars sont pas très très grands. Donc tu peux pas les faire défendre sur des postes 3. Il y a des postes 3 qui sont immenses en plus dans la ligue. Va jouer les Raptors et défendre sur les mecs qui font tous 2m03, 2m05 là. Ça va être une bonne question, je pense, à la saison prochaine. Et voir comment Steve Nash, qui, je le rappelle, est pas tip top en coach, voir comment il se débrouille là-dessus. Mais offensivement, par contre, waouh! Je parlais des Pels et de l'importance d'être top 10 des meilleures attaques. Là, les Nets, s'ils ne sont pas top 5 en attaque l'année prochaine, avec tout le monde en forme, évidemment, mais s'ils ne sont pas top 5 en attaque,
Quand tu vois le banc, des TJ Warren qui peuvent sortir du banc, Markieff Morris. Tu peux jouer avec Markieff Morris aussi en vrai, hein. Markieff Morris, c'est capable de tirer un peu? C'est qui les frères Momo? Est-ce qu'ils sont tous les deux capables de tirer ou il y en a un plus que l'autre? Ouais, c'est pas hyper propre, mais ça peut quoi. Une petite saison à 38%, 36%, il est capable d'en rentrer quelques-uns. Donc si tu mets Markieff Morris dans la raquette, ou enfin dans la raquette, au poste 5 ou Ben Simmons, ça peut le faire. À voir. Honnêtement, Nash, il a des jetons, il a de quoi faire fonctionner cette équipe. Avant qu'elle n'implose, pourquoi pas. Je le souhaite pas trop, hein, mais voilà, les Nets, c'est soit capable d'aller chercher le titre, soit capable d'exploser et de dire bon bah on va donner la balle à Ben Simmons et voir ce que ça donne. Les Sixers ont essayé, ils se sont un peu cassés les dents, mais s'ils trouvent un coach avec qui ça peut cliquer, à voir. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ces Nets, de toutes ces questions. Est-ce que tu gardes Kyrie? Est-ce que tu gardes KD? Est-ce que ça va exploser ou aller chercher le titre? C'est très intéressant, c'est très très intéressant offensivement. Ça va envoyer du bois. Et puis advienne que pourra, j'ai envie de dire, pour cette équipe. Franchement, ça va être passionnant à suivre. Le genre de bonne série là qu'on suit dès que tu as une rumeur, dès que tu as un joueur qui regarde un autre de travers. Ça va tweeter comme pas possible. On va voir plein de vidéos, ça va être assez marrant à suivre, je pense. Et du coup, on va se tourner vers la conférence Ouest, vers une équipe qui est pas du tout dans le même mood. Là, c'est pareil, on a envie d'aller chercher le titre du côté de Minnesota. On s'est donné les moyens. Déjà, sur la saison dernière, on a vu de belles choses. Et là, ça continue. Donc, c'est parti. Direction les Timberwolves. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Ça y est, on peut enfin dire du bien des Wolves. Oui, fini l'équipe de losers. Bon, ça retourne en playoff cette année, premier tour simplement. Mais bon, ils avaient été en playoff l'année où il y a Jimmy Butler, Tibbs aux commandes. C'était quoi ça, 2018? Mais sinon, il faut remonter à 2004 pour les derniers, entre guillemets, vrais playoffs, quoi, une vraie équipe compétitive. Et là, ça y est, cette année est très très positive, honnêtement. Par où je commence? Le bilan déjà, 46 victoires, 36 défaites et évidemment une 7ème place de conférence. Honnêtement, ils ont fait kiffer les Wolves sur l'année dernière. L'un des meilleurs offensive rating puisqu'ils ont le 8ème. Et je crois que si on compte que l'année 2022, ils ont le meilleur offensive rating. Ou alors c'est en termes de points par match parce qu'ils sont premiers en nombre de points par match. Donc ce qui est énorme. Et première pace aussi, ça marque vite, ça joue vite, ça marque beaucoup plutôt. Voilà. Grâce au trio offensif, bah forcément on parle des trios où tu as 3 joueurs à minimum 20 points et en général Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell. Quand tu as ces 3 joueurs là, tu peux aller loin. Je commence par mon petit chouchou, vous le savez tous, Ant-Man, Anthony Edwards, qui s'impose cette année. Ça y est, année de sophomore, tu rates le Roy, tu es bien énervé et tu montres ce dont tu es capable. 21 points, presque 4 passes par match, presque 5 rebonds. Des pourcentages encore un petit peu bas, entre guillemets, puisque c'est quoi, c'est 36% à 3 points. C'est un joueur qui peut encore faire monter ce pourcentage-là pour être encore plus dangereux offensivement, puisque quand il rentre dans la raquette, c'est pas le moment de se mettre sous l'arceau. Il y a eu 2-3 gros dunks encore cette année, je n'ai pas les noms en tête, mais il y a eu 2-3 posters. Donc honnêtement, il s'impose vraiment comme le franchise player. C'est dur à dire, mais en tout cas comme un mec qui n'a pas peur de mettre l'équipe sur ses épaules, qui a envie, qui a la niaque, qui a tout ce qui manque finalement à Karl Anthony Towns, quoi, parce que lui aussi, fait une super saison. All-Star, si je dis pas de conneries, 74 matchs joués, ce qui n'était pas arrivé depuis 2 ans peut-être. Bon, Covid,
la maman, tout ça, on connaît les histoires, mais il a fait une très très grosse saison. Quand il est en forme comme ça, il est dangereux, presque en double-double, 50, 40, 80% au lancer franc. Voilà, lui qui se disait lui-même comme le meilleur shooter big man, bah franchement, commence à s'en rapprocher, hein, puisque, bon, petite dédicace, le trophée du concours de tir, du All-Star Game, concours de tir à 3 points, c'est lui le champion. Une saison comme ça, 50-40, pas 90 parce qu'il pêche un peu au lancer franc, mais c'est très très sale. On a vu quelques flashs défensivement, des fois ça se donnait un petit peu, mais c'est pas son fort. C'est pas son fort, c'est pas pour ça qu'il est là. Honnêtement, énorme saison de Kat. Euh, on voulait le voir comme ça, on l'a vu comme ça, et ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. À côté de ça, d'Angelo Russell, du coup, un petit peu en retrait, honnêtement, forcément, quand t'as Edwards qui se développe, et puis toujours Karl Anthony Towns dans ton équipe, c'est compliqué d'aller envoyer du point, mais il est là pour passer la balle. Je crois que c'était assez compliqué, lui, ses pourcentages au tir aussi. Donc il est là pour passer le ballon. Et autour de ce trio offensif, tu as des gars qui sont là pour défendre. Et défendre comme il faut. Du Jaden McDaniels, Patrick Beverley. On en reparlera un petit peu de Patrick Beverley. Qui défend aussi dans cette équipe. Ils sont où les noms là? Jaden McDaniels, Jared Vanderbilt évidemment. Voilà les mecs qui sont là pour faire le sale boulot, parce que tu as pas mal de joueurs qui sont là pour ça. Les Torian Prince, Naz Reid, pas des soldats, quoi, des gars qui sont là pour faire leur taf, et ça fonctionne bien, même défensivement. 13e defensive rating, honnêtement c'est assez étonnant, on était vraiment sur une défense dégueulasse les saisons précédentes. Là, les retrouver dans le top 15, c'est un vrai step-up. C'est ce qui fait que tu finis 7ème, que tu arrives en playoff, en passant par le play-in quand même. Je vérifie quand même si j'ai pas oublié des joueurs. Honnêtement, 18 joueurs utilisés. Il y a eu très peu de blessures. Bon les gars, il n'y a personne qui a joué 80 matchs dans cette 79 matchs. Voilà, Malik Beasley en sortie de banc, qui envoie des points. Euh, on a qui Jordan McLaughlin qui est bon, pareil, sortie de banc. Bah non, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour des joueurs. Il y en a très peu qui ont joué à Minnesota cette saison. C'est bon, ça veut dire que ton groupe il est resserré. Tu fais pas jouer 36 joueurs, et t'as pas beaucoup de blessures, donc c'est une bonne nouvelle. Donc je l'ai dit, t'arrives en playoff en passant par le play-in. De mémoire, énorme match face aux Clips d'un gros Paul George, mais le trio Edwards, Town, Russell, les joueurs qui étaient attendus, font le boulot, et tu te qualifies. Voilà, pas de Bev qui monte sur la table comme s'il était champion NBA. Les gars étaient méga heureux. Il l'avait dit d'ailleurs, Beverly il avait dit qu'il irait aussi en playoff cette année, et ben il s'est pas trompé, franchement, bien joué, bien joué. On lui riait au nez au début de saison, il s'est pas trompé, il est allé en playoff, et puis tu arrives contre les Grizzlies, et une série de fous, ces deux jeunes équipes qui ont envie de tout donner, qui ont donné coup pour coup. C'est allé en quoi? C'est allé en 6 matchs quand même, avec un Anthony Edwards, je crois, de grand gala. 25 points sur la série. Très très propre, puisqu'il tourne à 45% au tir, 40% à 3 points. Il avait été énorme. Tu montres qu'il est prêt pour ce genre de choses. Le mec, il découvre les playoffs, et il assume complètement. Kat aussi a bien assuré en double-double, bien un bon chantier dans la raquette. Et Dilo, un petit peu en retrait. Et puis après, c'est compliqué. C'est beaucoup de jeunes qui découvrent les playoffs. Hein. Les âges, tu as du 21 ans, du 22 ans, 25 ans. Franchement, c'est une jeune équipe. Et voilà, de toute façon, les Grizzlies étaient plus costauds. Même si je sais plus. Si, Ja, il joue tous les matchs. Ja Morant, c'est contre les Warriors qui se blessent, je crois. Donc voilà, tu te rates, tu te manques de peu face aux Grizzlies pour passer un tour. Mais honnêtement, la saison et le contrat est rempli. Tu as retrouvé les playoffs, tu as donné de l'expérience à tes jeunes. Et voilà, saison complètement réussie, malgré cette petite défaite au premier tour. C'est pas très grave, puisque tu as l'intention maintenant d'être contender. On va tout doucement glisser sur ce qui s'est passé à l'intersaison.
Et on est sur l'une des équipes qui a fait le plus de bruit puisque Rudy Gobert débarque dans un trade, un énorme trade. On a eu l'occasion d'en parler. J'ai même fait un petit réel dessus, je crois. Patrick Beverley qui est envoyé à Utah, Malik Beasley aussi, Jared Vanderbilt, plus 6 tours de draft, dont le pivot, alors je me souviens, je vais pas retrouver son nom comme ça, le pivot très grand, très défensif, qui jouait avec Jabari Smith, il jouait où à Auburn. Donc lui qui avait été drafté par Minnesota, mais qui est envoyé du côté du Jazz pour une reconstruction, et Rudy Gobert qui débarque, c'est énorme pour jouer avec Karl Anthony Towns, ça y est, on retourne dans la NBA des années 90 avec 2 énormes gars dans la raquette. Alors, je dis ça, mais pas vraiment au final, puisque Gobert va pouvoir squatter la peinture, tandis que Kat sera plutôt, ça y est, en attaque, tu vas le mettre dans le corner, tu vas l'utiliser comme poste 4, comme stretch 4, comme dirait notre ami Frisk Corleone. Et ça va être, j'ai hâte de voir ça, ça va être très intéressant. On continue sur l'été, arrivée de Kyle Anderson, qui lui était à Memphis, faisait le taf en sortie de banc, plutôt propre. J'aime bien cette petite arrivée là sur le poste 2-3. Austin Rivers aussi, un gars qui est un vétéran, ça y est, on parle d'Austin Rivers comme un vétéran, je pense, qui fera le boulot pareil en sortie de banc. Bryn Forbes aussi, shooter des Spurs. Et en sortie de banc, c'est pareil, t'as perdu pas mal avec Pat Bev, Malik Beasley, t'as perdu pas mal de joueurs, donc il fallait retrouver des petits soldats, des gars qui sont capables de faire le travail sans prendre la lumière des stars. Et donc j'aime bien ces petites arrivées. Tu prolonges aussi Karl Anthony Towns au super max, ou au max, je sais plus les termes exactement, à peu près 200 millions, 205, 214, je connais plus le chiffre exact, mais voilà, de toute façon, comment mieux réussir son été, je ne sais pas. C'est hyper propre ce qu'ils ont fait. Tu vas récupérer des petits joueurs pour ton banc. Tu fais venir un mec qui va encore faire step up ta défense. Et tu prolonges ta superstar. Voilà, écoutez, je peux pas critiquer l'été de Minnesota. Qui c'est déjà le GM Sachin Gupta, c'est ça. Sachin Gupta qui veut vraiment faire des Wolves un contender. Et ben, on va en parler tout de suite. Du coup, allons sur la saison 2022-2023. Honnêtement, cette équipe, elle va faire triper. Il y a beaucoup d'équipes qui vont faire triper, mais sur le papier, pardon, t'as tout. Alors, pour être un contender, je sais pas, sachant les équipes que tu dois potentiellement affronter à l'Est, à l'Ouest, pardon, et puis aussi les équipes qui vont sortir de la conférence Est en finale. On rappelle que les Clippers, on en a parlé, ils ont une équipe de gueudins. Les Warriors, évidemment. Les Mavs, à voir comment ça clique. Les Suns, est-ce que le projet est encore bon? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que c'est plus du tout d'actualité? Il y a pas mal de grosses équipes. Mais sur le papier, tu as une énorme défense potentiellement. Sachant que tu rajoutes Gobert à une défense qui est 13e l'année dernière. Gobert, on sait ce qu'il apporte, rebond, contre, qui est capable de défendre. Même, ça y est, il commence à se déplacer un peu à 3 points. C'est pas encore l'assurance tout risque, mais il peut faire des déplacements. Les déplacements latéraux sont plus fluides. Ça commence à être intéressant. Donc, cette équipe doit être... même si tu perds pas de Bev et que sur les lignes arrière ça va être compliqué. On parlait des Nets et de leur qualité athlétique, leur potentiel à défendre sur le front de courte. Là c'est pareil, t'as aucun mec qui est capable vraiment de lockdown. D'Angelo Russell c'est pas facile. Edwards, honnêtement, Ant-Man il a les capacités athlétiques. Il peut, je pense, s'il se donne vraiment, lockdown des arrières, des meneurs, même des postes 3 il peut prendre vu son gabarit incroyable. Donc ça c'est possible. Et puis après, voir comment Taurean Prince, comment Karl Anthony Towns à côté de Gobert, est-ce que il va se dire ok Gobert il est là, j'ai besoin d'aide. Il a entendu les discours de Gobert sur les bon, c'est un arrière de Donovan Mitchell, mais sur les joueurs qui sont autour de lui et qui défendent pas, et du coup il se retrouve tout seul à défendre et c'est pas facile. Donc tu as besoin d'aide quand même si t'es 3 fois meilleur défenseur de la saison de la NBA,
t'as besoin de gars qui sont capables de se donner à côté de toi. Et je pense que ça peut cliquer. Je pense qu'il y a un bon potentiel défensif dans cette équipe. T'as un très très gros 5 majeur. Offensivement, je pense que... Allez, quand j'ai vu le trade, je me suis dit, tiens, c'est dommage, tu perds ton espèce de foufou en sortie de banc. Là, je sais pas qui pourrait apporter des points comme le faisait Malik Beasley. Alors attention, c'est pas, on est loin d'avoir pareil, c'est pas l'assurance de risque, mais t'as cette espèce de... J'aime bien ces sixième hommes qui sont capables de prendre le ballon, de marquer 12, 15, 17 points en sortie de banc et des fois de créer contre les bancs adverses, de créer soit tu ramènes ton équipe, soit tu crées un écart de points. C'est toujours très très intéressant. Là, ils ont plus ce joueur-là. Est-ce que Anthony Edwards peut faire le travail quand il est tout seul entre guillemets sur le terrain, à côté d'un Gobert ou d'un Cat? À voir comment ça peut se faire. Je le disais, énorme 5 majeurs et banc qui est plutôt sympa, honnêtement. T'as tes postes qui sont doublés, qui sont bien doublés, pas triplés, faut pas abuser non plus, mais quand t'as toujours dans la raquette un Gobert ou un Karl Anthony Towns, c'est très fort. Quand t'as toujours sur les lignes arrière Russell ou Edwards, c'est très fort aussi. T'ajoutes à ça un petit peu de vétérans. Qui sont les plus vieux? Austin Reeves, j'en ai parlé. Bryn Forbes, qui commence à être un petit peu âgé. Kyle Anderson. Taurean Prince, honnêtement, Taurean Prince, là on taffe de l'ombre sur le poste 4, je vais le regarder fort, je pense qu'il aura un rôle assez important en sortie de banc sur le plan défensif surtout. Et voilà, le banc, de quoi... Ah si, je pense que je vais pas mal observer Jaden McDaniels sur la saison qui arrive. En fait, il va remplacer Vanderbilt qui était plutôt titulaire, tandis que lui sortait plutôt du banc. C'est deux profils assez similaires en termes de taille, on doit être à peu près pareil. Vanderbilt, il est plus stock quand même, mais McDaniels, il va être capable d'étirer le jeu, de créer du spacing. Bon alors, quand t'as Gobert dans la raquette, on sait qu'il t'en faut, mais t'as Kat, t'as D'Lo, t'as Edwards, McDaniels, du coup, ouais, je confonds les deux, Vanderbilt, McDaniels, mon cerveau est malade. Il va être capable de tirer à 3 points, ce qui n'était pas du tout le profil de Vanderbilt, donc j'ai hâte de voir son développement. Est-ce qu'il peut faire passer un step à cette équipe? Si lui, il est vraiment monstrueux sur l'année, bon, ça va être compliqué d'aller chercher du point, parce que en plus, maintenant, tu as un Gobert à nourrir dans la raquette, mais j'ai bien hâte de me focus. Est-ce que ça va devenir cet énorme défenseur sur le poste 3 qui va combler les lacunes des joueurs qui sont à côté de lui? Je vais bien observer McDaniels l'année prochaine. Et puis voilà, on a fait le tour. Ah, si je dois me projeter un peu sur le classement des Wolves, je l'ai dit avec les Pels, j'en ai parlé avec qui d'autres, les Hawks aussi, qui ont eu pas mal qui doivent aussi intégrer un gros joueur. Pas le même poste, pas le même profil du tout, mais honnêtement, tu finis 7ème avec l'équipe l'année dernière, il faut que tu vises le top 6, il faut même que tu vises l'avantage du terrain, en fait. Quand tu ajoutes Rudy Gobert, le Jazz a été capable de trust le haut du classement, de finir premier de régulière, et ben voilà, les Wolves, ils doivent avoir ça à l'esprit, avoir l'avantage du terrain en play-off, arriver 4ème, 3ème, pourquoi pas. Ça va être dur, je l'ai déjà dit, c'est très stack, que ce soit la conférence Est, la conférence Ouest, c'est très très compliqué, mais les Wolves potentiellement 4ème sur un petit malentendu, ça peut passer. Je les vois bien, et puis après, là où va démarrer vraiment la saison pour cette équipe, ce sera en play-off, puisque c'est là qu'on les attend maintenant. On a compris les envies, et maintenant il faut prouver, et il faut passer au moins un tour, et plus si affinité. Voilà pour les Wolves. On a terminé la petite preview Nets Wolves. Deux dynamiques un peu différentes, deux équipes qui peuvent être dangereuses. Ce sera intéressant à suivre sur la saison prochaine. Merci d'avoir écouté ces previews. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, c'est le plus important. Honnêtement, c'est comme ça que le projet peut vivre. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée,
je commence par la soirée, ok, tout va bien, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, vous mettez dans le sens que vous voulez. Je vous dis à demain pour les places numéro 6, salut.